Le carton invité de ce jeudi du Déj Matinal Info s'intéresse à la vision de l'éducation sous la révolution, l'état des lieux et les défis en 2024. Et pour en parler, je reçois ce matin le docteur Moumouni Zongrana. Il est maître de conférence à l'université Joseph Kizerbo. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour. Alors déjà, pour commencer nos échanges, dites-nous, quelle était la vision de Thomas Sankara pour l'éducation ? Alors, je pense que c'est un sujet qui demeure d'actualité et je pense qu'en parlant sur ce sujet, je suis d'autant très fier parce que c'est vraiment mon domaine de prédilection, d'autant plus que j'ai fait 15 ans à l'école primaire comme instituteur, 3 ans au secondaire comme professeur de lycée, avant d'aller à l'université où je suis autour de ma 12e année. Donc quand on fait le point, ça fait 29 ans au service de l'éducation. Donc j'ai quand même vu pas mal de réformes qui ont vu le jour au moment où Thomas Sankara arrivait. À l'époque, nous étions à l'école comme pionniers. Et quand nous sommes arrivés, d'abord, nos aînés étudiaient à Mamoudou Bineta, nous avons étudié Doudou Fatou, et c'est quand on était sur le point d'aller au lycée que l'île au Burkina est arrivé. Mais d'une manière générale, à l'époque, la réforme qui a été engagée, c'est qu'on pouvait parler de la réforme au temps de Thomas Sankara, c'était l'école nouvelle. Et l'école nouvelle, c'est cette école-là qui devait être une école démocratique, une école populaire, une école qui intègre en tout cas la culture burkinabé dans le système. Donc une école qui sera adaptée aux besoins de la société. Bon, mais si on veut repartir un peu en arrière, il faut comprendre que le Burkina a fait l'objet de plusieurs réformes et des innovations pédagogiques. Déjà, avant que l'école de type nouvelle que nous connaissons apparaisse, je ne parle pas de l'éducation traditionnelle, il faut dire que c'est l'armée qui a été d'abord la première à introduire l'école au Burkina Faso, et d'ailleurs d'une manière générale en Afrique. L'armée française s'entend. Et c'était des unités de production, l'agriculture, le jardinage, la question de l'hygiène, pour accompagner l'armée. Et comme l'armée travaille en tandem avec les religieux et les pères blancs en son temps, c'est eux qui ont pris les relais, notamment les sœurs, pour pouvoir former les jeunes burkinabés, non seulement dans la question de l'hygiène, mais dans la question du jardinage, comme je l'ai dit, dans la question de l'agriculture. Mais l'objectif en son temps, c'était de servir, en tout cas d'utiliser ces jeunes-là comme des relais, un trait d'union entre les populations africaines et le colonisateur. Donc l'esprit, c'est qu'ils puissent pénétrer la langue française de telle sorte que ce qu'ils auraient besoin auprès de la population, que ces gens-là soient des intermédiaires. Donc naturellement, juste après les indépendances, ce type d'école ne servait à rien pour nous. Est-ce que c'est ce qui avait conduit à l'appellation école néocoloniale? Mais forcément. Et là, cette école, une fois que les indépendances on a acquis les indépendances, la première réforme a été engagée en 1961 pour réadapter l'école aux besoins de notre société. Et c'est ce qu'on a appelé l'école rurale. Puisqu'à l'époque, il y avait, je pense que le taux de 3%. Donc c'était très faible. Au plan national. Au plan national. Donc il fallait travailler à avoir au moins 13% en moins de 3 ou 4 ans. Et cette réforme a été appelée l'école rurale. C'est-à-dire, là où il n'y avait pas d'école, on implantait une unité qui prenait ceux-là qui sont d'un certain âge et on les forme en agriculture, on les forme en hygiène. L'hygiène, c'est surtout pour les femmes. Et les garçons, l'agriculture, les techniques agricoles, la sélection des semences, tous ces éléments-là. L'objectif, c'était bien vu. Parce que l'objectif était que ces personnes-là soient comme des lumières dans leur localité pour qu'ils puissent servir d'exemple pour les producteurs. Malheureusement, quand ils ont appris le français, ils ont commencé à grandir dans cette formation. Au lieu de rester sur place pour servir de modèle, ils ont envoyé les grandes villes et certains même sont à l'extérieur. Donc en 1979, lorsqu'on a fait le point, on a trouvé que vraiment c'était pas... Bon, il n'y avait pas tellement de réussite. Donc on a été obligé de laisser tomber cette école-là et on a transformé ces centres-là en centres de formation pour jeunes agriculteurs. Et comme on n'a toujours pas trouvé la solution, il y a une autre réforme qui est intervenue
juste après. Je pense que non, la suppression a été en 74. Parce que c'était 61 à 74. Et il a fallu attendre 5 ans après, donc soit en 79, pour engager une autre réforme qu'on appelait la réforme d'Amiba. La réforme d'Amiba était une réforme très importante. Parce qu'on a réorganisé les systèmes en 3 niveaux. D'abord le préscolaire avec le préscolaire, ensuite le second cycle et le troisième cycle. C'est-à-dire, il fallait, le préscolaire, c'est les enfants qui partaient à la maternelle, ceux qui ne sont pas encore arrivés à l'école primaire, mais aussi des cadres moyens qu'on peut former avec les secondaires, et des cadres supérieurs qui peuvent être des outils de réflexion pour le développement. Et cette réforme a été importante parce que déjà, la question des langues nationales était déjà intervenue. Malheureusement, cette réforme a été arrêtée de manière brutale, sans qu'il y ait un bilan. Donc des gens ont pensé à utiliser les langues que nous avons. Tout à fait. Okay. À partir de depuis 1979. Avec cette réforme d'Amiba. Donc, et on l'a arrêté sans bilan. Donc on ne peut pas faire le point pour dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et en 84, si vous regardez 84, ça coïncide avec l'arrivée de la Révolution. Oui. Il y a eu ce qu'on appelle la réforme Sommet, Philippe. Et cette réforme, c'était une réforme majeure. C'est là que l'école nouvelle a intervenu. Et une école intégrée à la masse, une école qui est démocratique, qui n'est plus élitiste, qui s'ouvre à l'ensemble du peuple burkinabé. Et une école déjà qui parlait de l'introduction de l'anglais à l'école. Et de l'informatique. Déjà en 84. Oui, et de l'informatique. Vous voyez comment Sankara était visionnaire de l'informatique à l'école. Mais ce qui a fait que cette réforme n'a pas fonctionné, il y avait une disposition qui mettait en exergue le fait que le diplôme ne devait pas être la finalité. Mais vous ne pouvez pas former des gens aussi sans diplôme. Parce que vous fonctionnez en vase clos, d'autant plus qu'au Burkina, on a besoin d'eux, effectivement, pour qu'ils puissent développer la société. Mais si vous quittez le Burkina, vous devenez quoi? Ce qui fait que les gens n'ont pas adhéré. Et cette réforme aussi, ça n'a pas marché. Alors, on est resté dans cette évolution jusqu'à ce que le coup d'État de Thomas Sankara arrive. Et déjà en 1994, avec les États généraux de l'éducation, on a compris que le problème fondamental du Burkina Faso, c'est le fait que le système éducatif ne fonctionne pas. Un système éducatif élitiste, budgétivore, un système éducatif inadapté qui produit en tout cas des sortants qui ne répondent pas aux besoins de la société. Et les assises en 2002 sont revenues là-dessus. Et entre-temps, il y a eu le sommet de Somme en 1990 qui voulait que d'ici l'année 2020, que, en tout cas, tous les pays au monde, le taux de scolarisation atteint les 100%. Donc, ce qui a amené le régime Blaise Compaoré en son temps d'initier une réforme à partir de 2007 pour remettre à plat ce qu'on avait. Mais entre-temps, comme on devait tout faire, puisque l'Assemblée nationale déjà avait voté un texte qui veut que l'enfant reste à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc et là, on était en 2002. Dans 2002, on voulait que l'école burkinabé devenait obligatoire pour tous les enfants. Donc on a, comme la réforme de 2007 n'est pas encore arrivée, on a introduit ce qu'on appelle des innovations. C'est-à-dire la réforme modifie les systèmes en profondeur, alors que l'innovation pédagogique, c'est on fait des petites interventions pour voir comment on peut améliorer les choses. C'est pourquoi, si vous vous rappelez, on a parlé des classes multigrades. Les classes multigrades, c'est quoi? Vous arrivez dans un village, si on n'a pas suffisamment d'enfants pour ouvrir une école, bon, on recrute par exemple les enfants de CP1, ils continuent dans la même classe, arrivent en classe de CP2, on recrute encore une autre promotion pour que les CP1 et les CP2 évoluent dans la même classe avec le même enseignant. Donc l'enseignant essaie de voir comment il peut donner les cours de CP1 et en même temps les cours de CP2. C'est pourquoi pas de multigrades. Là où les enfants étaient nombreux, on a fait ce qu'on appelle les doubles flux. Donc, et en quoi cela consistait? Les doubles flux, c'est-à-dire c'est deux enseignants avec deux cohortes, c'est-à-dire ça peut être 90-90, puisque on avait des grands centres où on a beaucoup d'enfants, mais on n'a pas d'infrastructure. Donc la solution, le premier cohorte, c'est-à-dire le premier groupe, il fait cours le matin, le soir, ils font de la production ou bien font des activités pratiques, pendant que le groupe qui avait fait ces activités dehors là, et il rentre en classe. C'est bien, mais c'est comme si on faisait les cours de 50%. Ensuite, il y a eu les écoles satellites. Les écoles satellites, c'est ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Dans leur village, il n'y a pas d'école. Ils sont d'un certain âge. Qu'est-ce qu'on a fait? On a recruté des filles de la région qui les forment
pendant 3 ans. Et une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, on les reverse dans les écoles qui sont dans les environs. C'est pourquoi on parle d'écoles satellites. Ensuite, il y a les centres d'éducation non formels. Des gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui éprouvent les besoins. Ils ont atteint un certain âge. On les éduque dans les langues nationales et on introduit le français peu à peu et ensuite on les reconvoie dans les écoles. Et ensuite, la dernière innovation, c'était les écoles bilingues. Et en 2007 maintenant, la réforme en tant que telle, cette réforme qui a produit l'école que nous avons aujourd'hui avec les postes primaires là, a intervenu. Malheureusement, on n'avait pas la solution. Et la dernière, c'est la réforme Waro en 2021 ici. Malheureusement, là aussi, on n'est pas arrivé au bout parce que on était un peu vers la fin. Pendant la mise en œuvre, le coup d'État est intervenu et ça s'est arrêté là. Si je fais le point, si vous remarquez, il y a 4-5 réformes. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Justement, pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce que les réformes n'ont pas pu survivre après les initiateurs. Nous avons été, et c'est le problème des Burkinabés et le problème de l'Afrique, nous avons toujours été dans l'éternel recommencement. Quelqu'un a mis une brique, c'est comme vous êtes dans une famille, vous construisez votre maison, le père fait la fondation, les enfants arrivent, ils enlèvent la fondation, ils recommencent à zéro. Les petits-fils arrivent, ils enlèvent la fondation, ils recommencent à zéro. Donc toutes les réformes n'ont pas pu survivre après leurs initiateurs. Soit le ministre qu'il a porté quand il est parti, la réforme tombe, ou bien le régime qu'il a initié quand il part, la réforme tombe. Voici le fond du problème. Ce que vous dites est très intéressant, docteur. Et justement, il y a ces auditeurs qui nous écoutent sur la radio Watt FM et qui ont envie de mettre un nom sur cette voie. Et je vous informe que nous avons le docteur Moumouni Zoungrana qui est avec nous. Il est maître de conférence à l'université Joseph Kizerbo. Et avec lui, il est question de l'éducation, la vision sous la révolution, l'état des lieux et les défis en 2024. Docteur, au-delà de ces faiblesses, vous avez parlé de cette réforme que nous avons eue, où la faiblesse sous Thomas Sankara était liée au manque de diplômes. Cette fois-ci, vous en tirez la conclusion que l'entièreté de ces réformes n'ont pas évolué parce qu'elles n'ont pas survécu aux hommes qui les ont portées. Mais ces hommes étaient entourés par un certain nombre de cadres également. Il y a les secrétaires généraux des ministères. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas en être autrement? Les secrétaires généraux sont la mémoire. Tout à fait. C'est là le principal problème. Vous savez, la réforme de Sankara était une réforme visionnaire. Mais comme je l'ai dit, l'absence de diplôme était un handicap. Mais aussi, l'effort rétrograde, et notamment piloté par l'extérieur avec l'impérialisme et puis ses valets locaux, savait que si Sankara réussissait à l'école, c'est que la voie est toute tracée. Et vous avez vu qu'il a rencontré pas mal de problèmes, des grèves multiples, et il a été même obligé de licencier. C'était la tâche noire. Justement, c'est la tâche noire quand on parle du système sous Thomas Sankara. Massif ces enseignants a créé un grand problème, puisqu'on était obligé d'amener ce qu'on appelle les anciens révolutionnaires, qui n'ont pas démérité. Mais ce n'est pas des gens qui avaient été formés pour ça. C'est des gens comme vous et moi qu'on a cooptés dans des salles de classe et on les a réchauffés et puis les mettre dans les classes. Et la pédagogie ne s'improvise pas. Donc, il y a eu cet attournement-là. Est-ce que ce licenciement fait partie des faiblesses de cette réforme aussi? Forcément. Parce que, je ne pense pas que Sankara, d'ailleurs, voulait qu'on en arrive à là. Mais, comme les gens, le verre était déjà dans le fruit, les gens ont préparé ces points noirs-là pour pouvoir exploiter ça après. Vous voyez que quand le coup d'État a intervenu, la première action qui a été posée, c'est de ramener ces anciens, les réhabiliter et faire comme si Sankara était le diable. Dans toute action, il y a ses forces et ses faiblesses, on ne reviendrait pas là-dessus. Mais tout ce que je sais, si vous avez dit quelque chose de très important, c'est pour cette raison d'ailleurs que nous voulons que tout ne soit pas politique. Il y a le politique qui définit l'orientation, c'est-à-dire le profil du Burkinabé qu'il veut dans 2, 20, 30, 40 ans. C'est son rôle, il définit. Je veux un Burkinabé qui réfléchit de cette manière, un Burkinabé qui est comme ça. Les techniciens sont chargés de la mise en œuvre. Les techniciens ne se mettent pas à la place du politicien, encore mais les politiciens ne doivent pas se mettre à la place du technicien. Mais malheureusement au Burkina Faso, le politique a été toujours à la place du technicien. Conséquence, si le régime tombe, les techniciens aussi sont balayés. Sinon, normalement, on devait avoir de la suite dans les idées. D'où l'explication de ces presque qui n'ont pas tous les pays. Moi, je viens de rentrer de la Chine. Lorsqu'on parle d'un système, on peut faire l'historique dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et on voit quels sont les acteurs qui ont conduit. Malheureusement, ici, nous n'avons pas d'histoire.
Une fois qu'on entreprend une action, prenez par exemple les idées de Thomas Sankara avec l'éco-citoyenneté, avec la promotion de la femme, avec la promotion de la jeunesse, avec la promotion de l'environnement. Même le Faso d'Anfani. Le Faso d'Anfani. Quand le régime comparé est arrivé, je ne les incrimine pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait faire un blackout total. Tout ce qu'on avait fait, il faut peindre en noir pour prouver, pour justifier pourquoi on est là. Et nous sommes dans l'éternel combat comme si nous étions des enfants. C'est ça. Et dans le système éducatif, ça ne se pardonne pas. Vous avez vu, en 2011, après la mort de, en 98, après la mort de Robert Zongo. Et l'école burkinabé qui est devenue comme un champ de... Bon, les enfants arrivent, on les chasse, on ferme les établissements. Mais écoutez là, c'est quel type de burkinabé on a produit? En décembre, on n'avait pratiquement pas cours dans les établissements. Moi, j'ai vu des élèves qui sont allés en classe supérieure avec une seule évaluation. Vous avez fait toute l'année, on les a évalués dans une seule matière, mais ils passent quand même. C'est ce type de burkinabé qu'on a produit qui fait aujourd'hui que l'administration est gangrénée aujourd'hui et la corruption à un certain niveau, la notion du patriote, la notion de la nation, la notion de la corruption, on s'en fout, chacun pense à lui-même. C'est ce problème-là qui est là. Donc, dans le système éducatif, on ne doit pas tergiverser, on ne doit pas politiser, on met les acteurs qu'il faut à la place qu'il faut pour que ces gens-là orientent l'avenir. C'est ça la faiblesse de notre système. Toutes ces réformes, quand on les regarde, on est parti des années 1960, on est passé par la période révolutionnaire. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Quel est le point, quel est l'état réel de notre système éducatif que vous pouvez faire? Alors, après la réforme de 2007, la réforme de 2021 qui est avec en cours, la réforme Ouaro. Oui, Ouaro. Et il y a quand même, il faut pas aussi s'auto-flageller, il y a quand même beaucoup de changements. Et l'école burkinabé est en train de se réadapter, en tout cas aux besoins de la société. L'école burkinabé est en train de se réintégrer. Et ce qui fait que quand vous prenez les taux d'alphabétisation aujourd'hui, dans les années 60, je disais qu'on était au plus de 3%. Mais aujourd'hui, les chiffres, on n'a pas atteint les 100%. Mais c'est comme si on s'y approchait. Donc, il y a cet élément qu'il faut souligner. Mais aussi, ces dernières années, avec les innovations qu'on a eu d'intervenir pour introduire la question des métiers. Vous voyez que le ministère a été refondé même ces derniers temps pour prendre en compte ces questions-là. Et là, l'objectif, je pense qu'on est en train de tenir le bon bout, quitte à ce que, là aussi, ça ne soit pas politique, qu'on laisse les techniciens faire leur travail. De telle sorte que le sortant ne soit pas quelqu'un seulement qui est un grand parleur, mais quelqu'un qui peut agir. Tenez, je prends l'exemple de la Chine. Récemment, ils nous ont fait comprendre que leurs bacheliers, à 50% sont orientés dans les écoles professionnelles. 50%. Aujourd'hui, nous sommes à combien de pourcents? En termes de quota, on se situe à combien? Tout à fait. Parce que quand vous prenez ceux qui partent à l'école professionnelle en ce moment ne dépassent même pas 10%. Donc, on ne peut pas développer un pays en concevant rien que des théoriciens. Ça ne marchera pas. Plus de théoriciens que de praticiens, ça ne marchera pas. Donc c'est pourquoi je pense que ce régime l'a vu juste en mettant l'accent sur la formation professionnelle. Et déjà, il y a des filières prioritaires qui sont définies pour les universités. Et quand vous remarquez, c'est les filières tendant vers le génie civil, génie électronique, génie... tout ce que la société a besoin en ce moment. Donc, je pense que il y a eu des ratés. Mais en ce moment, on est en train de reprendre, en tout cas, on est sur la bonne direction. Mais maintenant, c'est tout faire pour que tout ce qu'on va entreprendre comme réforme, que ça ne soit pas politique, que ça puisse survivre dans le temps. Une réforme s'oriente en 25 ans, en 30 ans, en 40 ans. Et ce qui arrive, chacun apporte sa contribution, puisqu'on ne refait pas la roue. Si vous construisez une maison et à chaque fois il faut reprendre la fondation, ça ne sera pas une maison qui va prendre. Tout reprendre. Voilà. On a parlé par exemple en 1984, on a parlé de ces réformes où déjà on avait l'idée d'introduire l'anglais au niveau de nos établissements. On avait le port du Faso d'Anfani où les élèves le portaient fièrement, même les fonctionnaires. On se souvient de cette appellation, Sankara arrive. On arrive maintenant en 2024 où il y a cette idée qui est en train de revenir. Et il y a aussi l'idée de l'introduction de l'éducation civique. Qu'est-ce que vous avez pensé d'une telle idée? Vous savez, l'école, si je vais résumer en profane, c'est l'usine qui fabrique les futurs citoyens. Vous avez une usine qui fabrique des chaussures, des habits, qui fabrique des machines. Celui qui fabrique les citoyens, c'est l'école. Donc si la société a un problème, on revient à l'école pour introduire les solutions afin que les sortants là ne vivent pas ce problème.
Mais le problème du Burkina Faso en ce moment, c'est quoi? C'est l'incivisme caractérisé, l'indiscipline caractérisée. C'est le fait qu'on a oublié même que nous formons une nation, nous formons un seul peuple, nous formons un seul pays. On raisonne individuel, on raisonne en moi, mais on ne raisonne pas en nous. Et c'est la corruption. Personne ne pense qu'il doit poser un acte pour la nation, mais c'est pour soi-même. Donc, ce qu'il faut faire, c'est repartir à l'école, introduire ces éléments-là, pour que les enfants grandissent avec ça. Ça ne dépasse pas ça. Et c'est ce que l'État a vu. L'école n'est pas faite seulement pour les diplômes. L'école n'est pas faite seulement pour l'instruction et la formation. L'école est faite pour l'éducation. Parce que l'éducation prend en compte la formation intellectuelle, la formation morale et la formation physique. Ce sont ces trois éléments-là qui forment l'éducation. Mais nous avons mis l'accent sur l'instruction et nous avons oublié le côté moral. De telle sorte qu'on a des gens qui sont très bien dans la tête parce qu'ils sont intellectuellement posés, mais moralement, cancre. C'est pour cette raison que quelqu'un seul... Vous êtes assez dur avec vos propos, docteur. Je ne suis pas dur, c'est les faits qui sont têtus et je vais aller avec je vais vous donner les preuves. Quand une seule personne s'asseye dans un lotissement, dans un pays où nous sommes autour de 20 millions et lui seul il veut prendre 1000 parcelles, cette personne-là, il raisonne comment? Quand quelqu'un construit par exemple un bâtiment qui abritera des enfants de moins de 7 ans, il sait que ce bâtiment ne tiendra pas, ce bâtiment-là va s'effondrer. Il le fait quand même. Lui, il est qui? Quand quelqu'un de l'aide qui est destiné à des orphelins, qui est destiné à des veuves, à des déplacés, la personne peut détourner ça. Vous le comparez comment? Quand quelqu'un occupe un poste de responsabilité où il doit défendre la nation, il est capable de trahir ceux-là qui l'ont placé là, rien que pour l'argent ou pour le pouvoir, laisser tuer ses propres compatriotes. Vous le classez comment? Est-ce que vous pensez que je suis dur? Au contraire, je n'ai même pas placé les mots où ils sont. Donc c'est pour cette raison, la formation, l'instruction civique là, la formation morale reviendra pour construire l'homme, non seulement qui est intellectuellement posé, mais moralement assis. C'est ça l'important de l'introduction de cette matière-là à l'école. Docteur, en début d'échange, on est revenu sur votre profil. Vous avez près de 30 ans dans le domaine de l'enseignement. Et par rapport à l'introduction de l'éducation civique, on a vu une entité des professeurs d'histoire, géographie et de français qui sont sortis et qui ont dénoncé ce qu'ils appellent une surcharge. Ils estiment qu'avec l'introduction de l'éducation civique, ils auraient plus d'heures à faire et conséquence, ils demandent à ce que l'État revoie sa copie. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, moi je suis de ceux-là qui pensent que travaillons à rester en famille, travaillons à rester unis. Travailler à ce que tout ce qui nous sépare là, on puisse les mettre de côté. Parce que nous sommes en guerre et notre pays est regardé par le monde entier. Nous avons un défi à relever. Donc je ne veux pas que les Burkinabés se divisent. Peut-être ils ont mal posé le problème. Chacun a son rôle. Le sortant de l'école là, c'est pas parce que les professeurs sont des techniciens. Le sortant de l'école, c'est le politique qui définit quel type de Burkinabé je vais former. Et aux techniciens d'appliquer. Donc ce n'est pas à un technicien de dire quelle est la matière qu'on doit intervenir. Mais ils ont posé un problème sérieux parce que l'instruction civique, même si on l'aborde au niveau de ces types de profils-là, mais attention, il y a des matières, il y a des gens qui sont formés, qui font leur doctorat par exemple en histoire, d'autres qui font leur doctorat en morale. Donc ça suppose que instruction civique et morale là, c'est un profil, même si ces professeurs là sont habilités à le faire. Donc effectivement, c'est un autre travail et qu'il faut ajouter, puisqu'il faut qu'ils se forment davantage, c'est parce que forcément je suis professeur d'histoire, je dis que ces cours là vont aller, bon, comme ils vont aller de pair. Donc effectivement, c'est un volume, c'est un travail supplémentaire qui s'ajoute. Certains ont parlé d'être déjà à 18 en termes d'horaire et on leur ajoute l'éducation civique. Ils ne peuvent pas. Le ministère a dû sortir une note pour constater que la reprise effective de l'éducation civique n'est pas réelle dans un certain nombre d'établissements et tout. On se retrouve dans une situation où on ne comprend plus. Je les comprends. Mais il faut que les gens posent les actes en tirant contexte national, où partout on fait des sacrifices. Je vais revenir. Vous avez vu les cas des universités. Ils ont fait cours pendant les vacances, bien qu'ils aient les 2 mois. Justement, on va terminer par donc, vous voyez, chacun de nous doit faire des sacrifices. Mais ce que je vais demander à l'État, dans le cercle des enseignants de l'école primaire, que je connais très bien,
qui enseignent l'instruction civique et morale, il y a beaucoup qui sont titulaires de licence, de maîtrise, de doctorat, qui sont titulaires de 2A. Ces gens-là, on peut les redéployer pour ça. Et ça marchera. Parce que non seulement ils enseignent ces cours avant, mais ils ont les mêmes diplômes que ceux qui sont en train d'enseigner en histoire géo. Parce que bon, les procès d'histoire géo, bon, on les recrute à partir ceux qui font histoire français ou histoire anglais, à l'étude du DEUC, et ceux qui font les CAPSEC, ils partent avec la licence. Donc on peut, parce que les enseignants du primaire, qui ont des diplômes universitaires, qui enseignent déjà ces matières, et qui ont des titres de capacité, puisque beaucoup ont déjà le CAP. Donc, on peut réformer ces gens-là pour qu'ils enseignent. Donc, moi, je pense, ce qu'il faut éviter, la réforme est tellement utile que nous, les querelles, ne doivent pas, j'allais dire, tirer ça vers le bas. Parce que si on ne l'applique pas sérieusement, ça va être quelque chose d'édulcoré qui ne portera pas ses fruits. C'est pourquoi, moi, je comprends la position des professeurs d'histoire, et c'est vrai, ils n'ont qu'à tenir compte du contexte, mais si l'État aussi on peut échanger. Moi, j'ai dit, privilégions le dialogue. Ne serait-ce qu'en termes de renforcement. On ne souhaite pas recommencer l'année avec des difficultés. Donc, chacun n'a qu'à mettre de l'eau dans son vin, parce qu'il s'agit de l'éducation. Et dans l'éducation, là, au moment où on tergiverse, les choses ne sont qu'avancées. Et le Burkina ne pourra se libérer si on n'a pas de bons théoriciens, de bons concepteurs qui disent ce qu'on va faire. Puis ce qu'on applique, c'est des gens qui ont tracé. Prenez l'entourage de Thomas Sankara. C'est 12 camarades qui ont été assis là. Prenez les CV de chacun. Ce n'est pas des analphabètes. C'est des gens d'un certain niveau. Donc, travaillons à ça. Parce que moi, mon rêve, que les Burkinabés regardent dans la même direction. Personne n'est parfait. Mais nous devons comprendre que l'humain, ce qui fait l'humain, c'est cette incomplétude-là. Donc, les professeurs d'histoire géo, en tout cas, moi, si j'ai un appel à les lancer, ils n'ont qu'à expliquer clairement leurs problèmes. Faut pas que ça résonne comme un refus. Qu'ils disent objectivement qu'est-ce qui ne va pas. Et l'État va les écouter. C'est que les décideurs en ce moment-là, c'est des gens qui sont très disposés à écouter. J'ai suivi leur mise à la télé la dernière fois. C'est des gens qui sont disposés à les écouter. Je vous souhaite qu'on regarde dans la même direction pour qu'on amorce l'année là avec beaucoup d'inquiétude. Alors, docteur Zongrana, dernier point que nous allons aborder. Nous avons parlé de ces réformes qui ont marché, leurs faiblesses également. Cette fois-ci, on va parler du supérieur où on a eu cette réforme par rapport au LMD. S'en est suivi une dizaine d'années où il y a eu des chevauchements d'années, des retards. Cette année, en octobre, enfin, pour une première fois, on a vu une rentrée avec des élèves qui venaient d'avoir le baccalauréat, effectuer leur rentrée au sein des universités publiques du Burkina. C'est une prouesse, mais quelle est la réalité au niveau des universités également? Moi, je voudrais d'abord, peut-être des voix plus autrices que la mienne, revenir là-dessus. Parce qu'on a parlé d'engagement patriotique. Voilà un exemple concret qu'il faut saluer. Depuis le sommet jusqu'à la base. Vous savez, ces vacances-là, les enseignants de l'université, en commençant par les étudiants. Vous savez, il y a des étudiants qui ont quitté la famille, ils sont à Ouagadougou, la vie n'est pas facile. Ils attendent rapidement les vacances pour repartir et aider les parents. Mais ils ont dit, si vous êtes disposés à travailler avec nous, nous on va rester pour faire les cours. Parce que nous sommes là pour ça. Les enseignants ont dit, si les étudiants sont là, c'est vrai, nous avons le droit à 2 mois de congé. C'est contracté par les textes. On ne demande rien. Si les étudiants sont là, nous allons être là. Et vous savez, il y a quelques années, on l'avait essayé. On a même réquisitionné les enseignants. On a payé un 13e mois, mais on n'a pas atteint ces résultats. Cette année, les enseignants n'ont rien réclamé. Ils ont fait un travail patriotique qu'il faut saluer. Je prends les administrateurs. Ils ont dit, d'accord, si les enseignants sont là et les étudiants sont là, nous aussi, on a droit au congé, mais on doit travailler ensemble. Et c'est comme ça que les différents acteurs ont été ensemble. Et là où il faut saluer aussi l'État, et puis si les étudiants restent, la cantine doit s'ouvrir, la restauration, la cité, c'est des coûts supplémentaires. L'État aussi a dit, si vous êtes dans une bonne disposition d'esprit, ce n'est pas les moyens qui vont manquer. Donc, il faut saluer l'initiative, parce que c'était le combat du ministre. Quand il est arrivé, il a dit, honnêtement, je ne veux plus voir ce retard-là. Parce que nous connaissons la valeur de l'école burkinabé. Nous connaissons la valeur de l'enseignement supérieur sur la scène internationale. Les gens là se méprennent. Et nous ne sommes pas les derniers du monde. Si vous voulez, prenez par exemple les centres de compétences là. Nous avons fait une compétition internationale pour choisir les meilleurs centres en Afrique. Ça fait autour de 52 centres en Afrique. Il n'y a pas un pays qui a eu 4 centres.
c'est 3 centres. Bon, il y a un pays qui a eu à peu près 4 centres, le reste c'est 3. Nous, on a jusqu'à 5 centres. C'est une compétition, c'est pas du donné. Ça montre qu'on a de la valeur. Et quand on fait les compétitions au niveau du CAMES, prenez les rangs du Burkina Faso. Prenez nos chercheurs sur la scène internationale. Nous ne sommes pas les derniers du monde. Connaissant les valeurs de cette université-là, je ne veux pas que les chevauchements viennent ternir notre image. Et tous les acteurs, comme ce que je disais, on parlait le même langage. Et cet engagement-là, très honnêtement, nous, on se met à genoux pour dire merci aux étudiants, merci aux enseignants, merci à l'administration et merci à l'État. Parce que nous sommes sur la bonne voie. Les gens, quand on parle de l'enseignement supérieur, les gens voient chevauchement, les gens voient l'indiscipline. Non, les choses ont changé. Les choses ont changé et nous sommes sur la bonne voie. C'est vrai que ça n'a pas été facile parce que c'est des sacrifices qu'on nous demande. Mais que vaut ces sacrifices-là si demain nos enfants peuvent se lever fièrement pour dire je suis burkinabé, voici la voie que j'ai indiquée. C'est ça qui fait que on ne peut pas payer ce qui a été fait. Et moi je prie Dieu que Dieu donne la santé à tous ces acteurs-là pour que cette rentrée, c'est vrai, les retards ne sont pas totalement finis. Mais c'est la première fois, vous me l'avez dit, que nos étudiants, depuis 10 ans là, rentrent en octobre. Nous, je prie Dieu que chacun ait la santé et l'engagement nécessaire pour que l'année prochaine, on ne parle plus de retard dans nos universités et que, avec la dynamique engagée, l'école là soit la voie par laquelle le Burkina va se développer. J'ai fait le tour des autres pays. Il n'y a pas de fétichisme. Non, il n'y a pas de magie. La magie là, c'est l'école, mais une école adaptée. Si vous faites l'école qui forme pour l'extérieur, vous tuez votre société. Kizerbo même l'a dit. Si vous n'éduquez pas, vous allez périr. Mais ce n'est pas n'importe quelle éducation. Parce que si l'éducation produit des consommateurs qui ne consomment pas, c'est un grand problème parce que ça devient des outils pour l'extérieur. Mais si c'est une école qui est adaptée, vous allez voir les changements. Donc nous sommes sur la bonne voie. Et j'encourage tout le monde à aller. Moi, je ne parle pas en profane. J'ai dit, ça fait 29 ans que j'enseigne. Les 29 ans, là, je ne suis pas au bureau. Même si je suis au bureau, j'enseigne toujours. Et il n'y a pas cette classe de la classe du CP1 jusqu'au doctorat que je n'ai pas tenu. Ce n'est pas que j'ai effleuré, je ne me vante pas. Mais je sais que j'ai tenu la classe du CP1 jusqu'à la classe du CM2, de la 6e jusqu'en terminale. Et à l'université, mes premiers doctorants sont déjà sortis. Donc, quand même, je parle de ce que je sais. La solution pour que le Burkina se développe, ce n'est pas autre forme de procès, c'est l'école. Mais une école adaptée. Docteur Moumouni Zongrana, le DEJ Matinal Info vous dit merci. Twi TV, la télé interactive.